bienvenue à un autre épisode de Docu Hebdo. La semaine dernière, nous avons fait une première incursion dans le monde de l'itinérance et de la précarité avec Claude Théoret de Pacte de rue. Eh bien, cette semaine, on poursuit dans la même veine en vous présentant deux organismes qui œuvrent dans ce domaine, l'Antichambre 1217 ainsi que l'Aiguillage de Vaudreuil-Dorion. Commençons tout de suite avec John Gladu, directeur de l'Aiguillage. Ben John, merci beaucoup de nous recevoir dans les locaux ici de l'Aiguillage à Vaudreuil-Dorion. Magnifique locaux d'ailleurs, c'est assez récent, tu me disais avant le début de l'entrevue. Oui. On est rentré le 27 octobre novembre. Le 27 novembre, on est rentré officiellement. On a commencé à opérer le 28. OK. Rapidement, pour les gens qui connaîtraient moins l'organisme L'Aiguillage, moi je le connaissais pas avant, c'est quoi la mission, l'historique un peu, d'où c'est parti tout ça? L'Aiguillage a été créé en 1993 par des travailleurs sociaux, travailleurs de rue, avec le but d'aider des jeunes sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. OK. La mission première, c'est d'être à l'aide et à l'écoute, souvenir aux besoins des gens marginalisés sur le territoire. Avec les années, c'était juste le travail de rue et ça s'est développé en hébergement d'urgence. Mm-hmm. L'hébergement d'urgence, si je m'abuse, c'est seulement qu'une dizaine d'années que ça existe, ou moins. Et en février 2015, on a rajouté le volet de stabilité résidentielle avec accompagnement qui est communément connu sur le SRA. Et vous disiez qu'au début, c'était plus orienté vers les jeunes, mais maintenant, on a élargi la clientèle à tous âges, adultes. Et vous avez quand même un volet pour les jeunes la fin de semaine. Oui. Vous accompagnez d'ailleurs l'organisme qu'on va voir en deuxième partie d'émission, l'organisme l'Antichambre, qui eux s'occupent des jeunes la semaine et vous pouvez les héberger la fin de semaine. Alors vous ratissez vraiment large et on parle pas seulement d'itinérance, on parle vraiment de précarité en général, de gens qui sont dans des situations difficiles. Oui. Grâce à nos travailleurs de rue, on a la possibilité d'aller rejoindre ou rencontrer des gens qui ne sont pas attirés ou qui n'ont pas accès aux services qu'on connaît, C3S, CLSC. Mm-hmm. Ces gens-là vont aller dans des lieux où il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont y aller. Et eux autres vont pouvoir les repatrier, les ramener. S'ils ont besoin, si c'est des gens itinérants, ils vont les ramener vers l'hébergement. OK. Fait qu'on a un volet qui est assez complet pour rencontrer tous les besoins immédiats. Et avec le SRA, l'accompagnement, ça va être vraiment personnalisé. On va prendre la personne dans toutes ses démarches. Du début, où s'assurer qu'il y a tous ses papiers, carte d'assurance maladie, carte d'assurance sociale. L'aider à voir ses besoins, si c'est des besoins en santé mentale. S'il y a des besoins physiques, des problèmes, s'il y a besoin de médicaments. On va l'accompagner dans ces démarches-là et aussi l'aider à se trouver un logement. L'aider de s'établir dans le logement. Ça va venir aux besoins minimaux d'un rentrée et de le suivre à la suite, voir si il rencontre toujours, s'il a besoin de l'aide. Grâce à des partenariats avec d'autres organismes dans la communauté, on est capable aussi d'aller chercher des services pour les repatrier vers cette personne-là. OK. C'est vraiment individualisé pour chaque personne. Ouais. Chaque personne est unique. Chaque personne a sa raison bien personnelle à elle de se retrouver dans la situation où elle se retrouve. De ce que j'entends, c'est là que votre travail se joue beaucoup, d'essayer d'identifier vraiment. Oui. Il y a un gros travail d'écoute et d'observation, j'imagine. Oui. L'opportunité d'avoir eu des travailleurs de rue à la base, c'est que les travailleurs de rue sont formés pour être à l'écoute et l'afflux et sans préjugés. Mm-hmm. Fait ils vont écouter la personne, ils vont entendre les besoins. Notre travailleur intervenant au SRA, c'est un ancien travailleur de rue. OK. Qu'on a affecté à ce poste justement à cause de sa formation. Il va être plus à l'afflux, à l'écoute de la personne, puis de pouvoir identifier les besoins et de travailler, d'amener la personne à un style d'empowerment sans le tenir par la main. Mm-hmm. Parce que c'est vraiment un accompagnement. Il faut que la personne ait le vouloir et le désir
Et de là, nous autres, on va les assister. Mais c'est intéressant ce volet-là parce que c'est quelque chose qu'on entend dans les grands préjugés. Il y en a beaucoup autour de l'itinérance, autour de la pauvreté. Un des préjugés, c'est le côté que les organismes comme ça font juste donner des ressources pour des gens qui veulent être paresseux ou qui veulent prendre des vacances ou quoi que ce soit. Mais il y a tout un côté où vous faites en sorte que la clientèle ici se prend en main elle-même. Il y a un volet et si cette clientèle-là ne se prend pas en main, vos services sont moins disponibles? Ou? Non, les services vont continuer. C'est juste que la personne ne sera pas suivie par l'intervenant SRA. OK. Parce que le but du SRA, c'est vraiment d'aider la personne à se trouver un logement, retrouver son appartenance, son autonomie. Si la personne ne le veut pas, on sait qu'il va rester dans le système. On l'accepte et ça va être un travail de rue ou à l'hébergement qu'on va l'accueillir. OK. La personne, on va toujours faire un style de suivi pour l'assister, voir si ça change. Le guider un peu, le travailleur de SRA va essayer de le guider, tandis qu'un travailleur de rue va l'écouter. OK. On va mettre tous nos services pour travailler ensemble, pour vraiment voir ce qu'on peut aider la personne au maximum. Et il faut l'apprendre aussi, la personne, dans l'étape où elle est rendue dans son cheminement à elle aussi. Oui. Il faut réaliser qu'on peut avoir la personne qui a le vouloir, mais qui n'a pas les outils pour avancer. Et c'est là que notre responsabilité de dire, OK, on a besoin d'une personne pour l'accompagner en santé mentale. Et on va approcher un de nos partenaires, on va dire, écoute, on a une personne, voici le portfolio, le portrait, ce qu'on voit, la personne est ouverte à parler et on va l'amener à la table, on va faire l'introduction pour permettre à cette personne-là d'avoir les meilleures chances de succès d'une autonomie, au lieu de juste dire, OK, on te place un appartement, puis, excusez, démerde-toi. Ouais. On veut vraiment le succès, la vision. La raison qu'on a poussé ce projet-là pour l'avoir, c'est qu'on croit beaucoup qu'il y ait possibilité de succès, mais ça se fait seulement en consortium de services de tout le monde. Tout le monde travaille ensemble pour le bien-être de la personne et non pas pour des statistiques. C'est ça, toutes nos chambres sont à l'extérieur. Fait que c'est vraiment un style clinique. La cuisine est centrale, les bureaux sont en avant. Fait qu'on a exactement 7 chambres, de 2 à 3 lits par chambre. Fait en avant ici, ce qu'on a fait, ici c'est notre réserve pour médicaments. OK. Et quand on reçoit les gens, on sait des médicaments. Et les travailleurs de rue ont toute leur fourniture là-dedans. Les seringues, condoms, tout ça, c'est tout là-dedans. Fait qu'on a les 2 chambres qui sont ici, sur le secteur ici. Il y a celle-là puis un autre. On les garde pour les mineurs. OK. Parce que la fin de semaine, c'est nous autres qui reçoivent les jeunes de l'antichambre. Ah, OK. Fait qu'on garde une chambre pour les filles et pour les garçons. La raison, avec les portes coupe-feu, on peut les fermer, puis ils sont isolés. Ah ouais. Puis y a-tu, en temps normal, c'est pas nécessairement votre clientèle, les jeunes, ou si c'est juste la fin de semaine quand vous dépannez le... On dépanne l'antichambre la fin de semaine, c'est ça. C'est vraiment en partenariat avec eux autres pour qu'il y ait une place pour héberger. C'est l'idéal. Pas qu'il y ait de trous, eux autres, dans leur horaire, non? Oui, c'est ça. Pour lui donner une continuité de service. Et vous, dans cette chaîne-là, de ce que j'entends, vous êtes la première ligne. Vous êtes le premier qui identifie ces personnes-là, qui les trouve, qui les retransfère vers d'autres organismes. Comment vous trouvez votre clientèle? Ça peut paraître bête comme question, mais ce sont des fois des gens qui n'ont pas d'appartement, qui n'ont pas de... Et comme vous dites, c'est des gens qui, des fois, qui ne connaissent pas les ressources et qui ne savent pas vers où se tourner. À ce moment-là, comment on trouve La clé, ça revient encore à un partenariat ou de référence d'autres organismes. Nos travailleurs de rue vont les repatrier. Ils vont le savoir, ils vont faire des approches, ils vont leur parler. On reçoit des itinérants dans notre hébergement d'urgence. Fait qu'on les voit, on est capable de parler, nos intervenants parler avec eux autres, savoir leurs besoins, savoir ce qu'ils veulent aller, leur vision. Et aussi d'autres organismes sur le territoire et les territoires environnantes où ce qu'on veut leur offrir des services. Souvent, ce qui arrive, c'est que les personnes, tu sais, pour les femmes violentées ou cas de violence, familles, ils ont les ressources pour les accueillir, mais un coup qu'ils ont passé leur étape ou les critères pour les accepter, ils le remettent où? Ils n'ont pas les ressources pour les suivre. Il n'y a pas de suivi. Il y a une première étape, mais après ça, la personne... C'est ça. Un coup qu'ils ont réussi à
l'étape qu'ils ont besoin pour s'en sortir. Après ça, ils sont laissés aller, laissés à eux-mêmes. Nous autres, ce qu'on a, c'est de les reprendre en charge. Et jusqu'à l'emploi, jusqu'au logement, jusqu'à... Pour les aider à la réinsertion. Parce que c'est ça l'objectif ultime dans tout, à peu près tout ce qui est communautaire, tout ce qui touche à ce type de problématique-là. On veut que les gens puissent reprendre le contrôle de leur vie. C'est pas, encore une fois, on insiste là-dessus, c'est pas de la complaisance, c'est pas de faire en sorte que ces gens-là ne fassent rien du tout. C'est au contraire de pouvoir leur redonner pour qu'eux puissent redonner aussi à la société d'une certaine façon. Et généralement, votre clientèle, est-ce que c'est dans cet état d'esprit-là aussi qu'elle est? Est-ce que il doit avoir quand même assez une palette large de gens quand vous les recevez? Comment on négocie avec chaque personne à ce niveau-là? C'est une bonne question parce que oui, justement, la palette est large. Il y a beaucoup de personnes qui veulent et quand on commence à entamer les démarches puis les discussions avec eux autres, ça les effraie. Fait qu'il faut les prendre vraiment à petits pas pour les emmener. Étape par étape. Oui, c'est ça. Et le gros du problématique, c'est les stéréotypes. C'est que les gens, déjà, ils ont le préjugé, ben là, on le veut pas. On a en masse de personnes. C'est les logements qui sont à court. Et le plus gros problème qui existe aujourd'hui, c'est de trouver des logements et avoir au privé, les propriétaires qui vont accepter ces gens-là. Il y a des propriétaires qui l'acceptent parce qu'ils vont dire « OK, tu vas me payer ce mois-ci, tu vas me payer les dommages, tu vas le couvrir. » Dans le fond, eux autres, ils veulent une assurance de revenus. C'est pas notre but. Notre but, c'est que la personne devienne autonome, mais de créer le lien entre le propriétaire et le locataire. Et la raison qu'on veut faire de cette façon-là, c'est que le locataire, il va se sentir comme il ne sera pas abusé. Et le propriétaire sent que si j'ai un problème, au lieu de juste parler avec le locataire qui peut être en problématique ou en crise, il y a quelqu'un d'autre. Ça lui donne une sécurité de plus. C'est pas de le voir comme le côté on fait de l'argent sur le dos. Vous, le but, c'est d'avoir un suivi, de réussir à garder un contact encore. Puis c'est d'enlever le stéréotype de l'itinérance. Fait que si cette personne-là qui est propriétaire, qui a des logements, il rencontre une personne puis il commence à prendre un peu de conscience de que c'est un être humain, puis qu'il y a une historique, puis il y a une histoire, puis il y a une valeur, il va avoir moins de tendance de critiquer ou d'avoir un préjugé sur le prochain. Parce que le premier aperçu, c'est un itinérant. Oui, mais tu connais pas son antécédent. Mais avant d'être itinérant, c'était un être humain. C'est ça, oui. Puis il est encore un être humain. C'est juste non, mais c'est ça, mais dans l'œil du propriétaire, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens arrêtent de se dire c'est un locataire, un ex-itinérant locataire, c'est juste un locataire au final. Il va tout endommager, il va se ramasser avec 10 locataires qui vont venir squatter chez eux. C'est pas... Ça existe, on le sait, mais c'est pas la réalité. Les personnes qu'on va emmener à ces démarches-là, c'est parce qu'ils veulent. Ils ont eu une malchance dans leur vie, ils ont pris des mauvaises tournants, des mauvaises décisions. Si on peut les corriger, puis si on peut les adapter une personne, notre but, c'est de les adapter 5 à 6 personnes, on va dire, par mois. OK. Si on peut les réintégrer ou un suivi, ou même les placer en logement. Parce qu'il y a des personnes qu'on va accompagner qui sont en logement, mais qui sont à risque de devenir itinérants pour une X nombre de raisons. Il y a un côté prévention, donc. C'est ça aussi. Notre clientèle est vaste. Puis s'il faudrait qu'on accompagne tous les gens qui sont aptes à avoir le service, on va manquer d'intervenants et de place. Et c'est la réalité, il faut vivre avec. On commence tranquillement. Jusqu'à date, je peux dire qu'on a les suivis de tout le monde et les commentaires de tous les autres organismes, sont comme un souffle de relève en voulant dire, bon, il y a quelqu'un qui va prendre ça en main. Il y a quelqu'un qui va prendre le temps de s'assurer qu'il y a des intervenants qui sont disponibles. Pas parce qu'ils veulent pas, c'est qu'ils ont juste pas les finances ou le personnel pour le faire. Justement, il y avait un exemple dont tu me parlais juste avant, une dame de 72 ans. Quand on parle des exemples
non stéréotypé. Il y en a des exemples. C'est ça, dans l'exemple dont tu me parlais avant, c'est quelqu'un qui jamais de sa vie a été en situation d'itinérance et puis à 72 ans, elle se ramasse avec toute sa vie dans une valise. Et puis c'est arrache-cœur parce que la personne, elle arrive, elle a un beau vocabulaire, elle se présente bien. Là, tu te demandes comment ça se fait qu'elle est itinérante. Ben, avec le temps, pas de famille, s'est ramassé un coloc qui ne sont pas entendus. L'argument, la personne se ramasse à la porte avec sa valise. Elle va où? Bang. Hier j'avais un logement, aujourd'hui, j'ai plus rien. C'est ça. On avait un homme aussi, dans 70 ans, qui est arrivé ici avec sa valise. Sa famille était plus capable, pour une raison ou d'une autre. La personne, c'est problématique, mais il est arrivé chez nous. 70 ans. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a pris sa douche, s'est mis en pyjama, pantoufle, s'est assis devant la télévision. Là, tu regardes et tu dis, cette personne-là est considérée itinérante. Il n'y a plus de demeure. Là. Puis, il faut le réaliser que c'est la réalité. Les itinérants ne sont pas tous avec un pack-sac, un chien attaché sur une corde, ou couché sur un banc d'église ou un banc de parc. Ça ne veut pas dire que ça fait 20 ans ou que c'est un mode de vie. Il y a des gens qui adoptent le mode de vie de l'itinérance, ça existe. Sauf que la majorité des gens ne sont pas dans la rue parce qu'ils veulent être dans la rue. Exactement. C'est où ce qu'on vient à éclaircir l'itinérance, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas été élevés pour être itinérants. C'est des choix de vie, souvent plus que d'autres, qui ont fait, sont devenus itinérants. Le vouloir, au début, était là. Après, on ne sait pas. Tu sais, ça peut arriver à n'importe qui. On reçoit des jeunes qui sont en révolte contre la vie. Puis les parents sont plus capables, ils savent plus où les envoyer. Ils les mettent à la porte. Ils appellent la police les ramasse, ils les amènent où? Ils les amènent d'un hébergement d'urgence. Cette personne-là, à ce moment-là, n'a plus il n'y a plus de logement, il n'y a plus de toit. Donc, elle est itinérante, cette personne-là. Oui, ça, c'est la même chose que... un des gros problématiques sur notre territoire, c'est que l'itinérance n'est pas visuelle comme dans les grands centres. C'est un problème. On en avait parlé avec Claude Théoret dans une autre émission, mais il y a tout ce volet-là aussi. On est en région, on n'est pas à Montréal. Les gens peuvent plus difficilement s'afficher à la rue. On peut pas voir... On peut difficilement imaginer quelqu'un en train de quêter au centre d'achat à Vaudreuil ou quoi que ce soit. Ça fait partie également des affaires avec lesquelles vous avez besoin de négocier. Il y a beaucoup ce qu'on appelle le couchsurfing. Un ami qui passe chez un autre, puis il fait la tournée, à un moment donné, il n'y a plus d'amis. Il n'y a plus personne qui va l'héberger. Il a usé tous ses... C'est un itinérant, mais cette personne-là a peut-être pas eu les outils pour l'aider et s'en sortir. Il y a eu des amis, mais les amis ne l'ont pas aidé, ils l'ont dépanné. Et c'est un des problématiques. C'est le dépannage à l'itinérance et non pas une solution. Et si on revient à tout ce que tu parlais de l'empowerment, de la prise de pouvoir des gens, ce volet-là est donc ultra important parce que ce dépannage-là, oui, il peut aider, il peut donner un petit répit, donner du temps, mais on donne pas d'outils pour régler la problématique, au fond. Non, c'est justement, et la raison de la création du volet SRA, c'est de vraiment dire qu'on peut les mettre dans l'appartement, on peut les mettre dans le logement, on ne résout pas le problème. Si on leur donne un empowerment, puis on les accompagne, puis on leur donne les outils, s'asseoir avec une personne, faire un budget, c'est quelque chose. Puis c'est pas tout le monde qui sont capables. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables, même je dirais, même itinérant ou pas, c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne beaucoup dans les écoles. Je me souviens que moi, en tout cas, c'était un petit volet. Alors déjà, c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas d'autres problèmes que ça. Et là, on demande à itinérant de le faire avec l'aide sociale ou un petit salaire d'emploi de peut-être 30 heures semaine à presque salaire minimum. Bon, on te demande de te placer-toi au logement, nourris-toi, habille-toi. Comment? Bonne chance. Puis, plus souvent que d'autres, ces personnes-là, ils vont retomber parce qu'ils ne se sentent pas soutenus, ils voient juste noir. Puis, ils ne voient pas comment s'en sortir. Si on peut les accompagner, dire, écoute, non, si tu as besoin d'épicerie cette semaine, on va te dépanner. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que ça arrive encore? Pas juste dire qu'on te dépanne, on ne l'aide pas. C'est vraiment l'autonomie. Le but ultime, c'est l'autonomie, mais de savoir tout le temps que tu as une personne que tu peux appeler et dire, écoute, là, je prie, là, je fais quoi?
Puis ça fait partie aussi des préjugés, pas tant vers les personnes itinérantes, mais vers les organismes en aide en itinérance. Des fois, on entend que ils font juste aider les itinérants à encourager leurs solutions. Mais la distinction, je pense qu'elle est claire chez vous, que c'est pas de la complaisance, c'est pas de donner des outils pour rester plus itinérant. Oui. Au contraire, c'est de vouloir s'en sortir. Et c'est justement, on va essayer de les aider de s'en sortir. Il y a toujours la personne qui connaît la routine, qui connaît le système. Ça, on peut pas échanger. Il va toujours en avoir, puis c'est dans tous les milieux. Mais on pénalisera pas ceux qui profitent comme il faut. La majorité qui veulent, c'est eux autres qu'il faut porter vers un succès puis leur donner les outils. Puis c'est le but. L'organisme, c'est ce qu'on veut faire. Moi, je peux vous dire, en faisant la tournée, je me suis aperçu que plus souvent que d'autres, c'est justement, il y a des organismes qui vont dépanner, vont t'aider juste pour l'instant, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources. Mm-hmm. J'ai un toit, c'est rarement de la mauvaise volonté, de la mauvaise foi. Je pense que tous les organismes, en tout cas, que j'ai rencontrés, ont tous ultimement le même objectif, oui. Mais les ressources souvent qui sont manquantes. Sont manquantes, et nous autres, en voulant faire les partenariats avec d'autres organismes, puis de repatrier ces expériences-là, cette expertise, je devrais dire, on peut permettre une meilleure chance de succès. On peut pas dire qu'on va avoir un plus haut taux de succès, mais une meilleure chance de succès pour les personnes qu'on prend en main. Et on veut devenir la place ressource. Comme vous avez dit plus tôt, nous autres, mon but pour l'organisme, c'est d'être l'organisme de première ligne en itinérance. S'il arrive quoi que ce soit, la personne dit « OK, qui qu'on a? Ah, on va appeler l'aiguillage. » De là, nous autres, on va pouvoir dire « OK, cette personne-là, on va l'accueillir, puis qu'est-ce qu'elle a besoin? » Au lieu d'avoir 3-4 organismes, puis là, on se passe la personne. Pourquoi? Parce que notre responsabilité est limitée. Notre mission nous permet que cette limite-là. Après ça, je ne peux plus rien faire. Tandis que si nous autres, on peut les récupérer, puis dire « Écoute, on a besoin de tes services pour cette personne-là, mais c'est nous autres qui le prend en charge, on a peut-être des meilleurs résultats. » Vous avez plus, en tout cas, de chances d'arriver à ces résultats-là de cette façon-là. Avec nos chambres typiques pour les adultes, c'est normalement 2 lits. Et le garde-robe, on a des lits capitaines pour que chaque personne sente que c'est leur espace. Donc, ils ont leur tiroir, leurs choses, ils vont là. Il n'y a pas de confusion. En priorité, advenant que la maison n'est pas pleine, priorisez-vous de jumeler le monde ou si vous priorisez on complète les chambres, on fait comme un hôtel. Ouais, okay. On complète les chambres avant parce que, dans le fond, si on commence à les donner chacun leur chambre, on ne leur aide pas vraiment à faire du empowerment. Ouais, c'est ça. Prendre en charge. Fait que là, si on leur donne le luxe, ben là, c'est comme, hey, la fin de semaine, on s'en va au bed and breakfast de l'aiguillère. C'est pas vraiment l'intention, c'est ça. On demande aux usagers de faire l'entretien. OK. Le suivi. Dans le fond, c'est leur responsabilité. C'est encore une partie de l'empowerment. Ça crée un peu l'effet de communauté aussi. C'est de remettre à l'organisme un peu. Fait qu'en identifiant les chambres, on peut dire OK, qui a fait quoi. Ouais, puis aussi, si tu veux ton endroit propre, ben tiens-le propre, puis les autres vont faire. Exactement. Vous parliez un peu plus tôt du travail des policiers. On sait qu'en itinérance, c'est quelque chose... Il y a encore là, une fois, il y a du préjugé, il y a de l'incompréhension, je pense, d'un côté comme de l'autre. Je fais référence à toutes les problématiques qu'on entend souvent, les itinérants qui reçoivent des constats d'infraction constamment pour flânage ou pour être dans un parc à une heure illégale. Comment c'est le travail avec les policiers? Est-ce qu'il y a un volet de ce côté-là? Vous dites qu'ils souvent ils vous réfèrent la clientèle, mais est-ce qu'il y a un côté aussi de sensibilisation de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des échanges qui se font de ce côté-là? Moi, je peux vous dire que sur notre territoire, on a une très belle relation avec la SQ. Eux autres, ils ont un agent communautaire avec qui on a des belles relations. Ils nous appellent quand il y a une personne qui, eux autres, sont obligés d'intervenir ou une raison ou d'une autre qui reçoit un appel, ils vont nous appeler. On va dire on a une personne, on a besoin d'un hébergement, puis ils nous l'amènent. Plus souvent que d'autres, on reçoit des appels pour ça. Puis nous demander, on peut-tu les héberger ou sinon, peux-tu trouver une autre place? Pour ça, je pense que non, il y a une belle sensibilisation qui existe sur le territoire. Ils sont très présents sur les tables de concertation. Ils sont à l'écoute des besoins.
Et il y a une belle échange. Je pense peut-être à cause qu'on est en région, on n'est pas dans un centre-ville, il y a une meilleure compréhension, une peut-être plus de proximité avec aussi les policiers, les citoyens, les organismes peut-être. Ouais. Donc, ce serait peut-être plus un problème relié aux grandes villes, si on comprend. Vous n'avez pas eu vent de clientèle qui a ce problème-là ici dans la région? C'est pas quelque chose qui est une problématique ici? Depuis être en poste ici, puis avec nos travailleurs de rue, puis en parlant avec d'autres organismes, je peux pas dire que ça existe. Okay. Je peux pas dire que ça existe pas. Mais à ma connaissance, c'est pas un problème majeur ici dans la région. Pas comme ce qu'on connaît en région. Pas en région, à Montréal. Ouais, c'est un classique là, à Montréal. Mais c'est aussi, ça vient avec le fait qu'il y a plus d'itinérants aussi. J'ai l'impression qu'il y a un volet où les policiers savent pas quoi faire, en fait. Ouais. C'est pas tant de la mauvaise volonté, encore une fois. Je pense pas que personne souhaite le malheur de quelqu'un d'autre de plein gré, mais il y a un problème, je pense, on n'est pas outillé peut-être. Il y a une éducation qu'il faut se faire. Nous autres, en région, l'éducation, c'est de faire comprendre que oui, il y a l'itinérance. Pas parce que vous le voyez pas, ça n'existe pas. Et le travail, c'est peut-être plus au niveau du citoyen à ce moment-là. Oui, du citoyen, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on a essayé de rencontrer les municipalités. On a rencontré la sécurité publique ou les conseils municipaux pour présenter qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Et la première question, c'est qu'on a de l'itinérance sur notre territoire. Un classique. Oui. Puis après qu'on en discute, le lendemain, on reçoit des appels. Ah, là, on a vu une dame qui se promenait avec son panier sur la rue, puis elle avait un pack-sac. Et on pense qu'elle est itinérante. Fait que, on a l'inverse. Là, il les voit partout. Mais, de l'autre côté, c'est mieux de cette façon, oui, au lieu d'être, je veux pas dire ignorant, mais de pas les voir, d'être aveugle à la situation. Fait que c'est notre responsabilité d'éduquer le citoyen, mais aussi d'enlever beaucoup les stéréotypes. Parce qu'il y a le côté, c'est intéressant, il y a le côté aussi avec l'itinérance préjugé, mais il y a aussi le côté de se faire ignorer. J'ai parlé avec beaucoup de sans-abri qui me disaient que c'est le volet qu'ils trouvent le plus difficile, c'est de se faire, OK, la personne m'a vu, mais elle m'ignore. Et c'est pas encore une fois par méchanceté, mais par malaise, on sait pas comment agir avec une personne qui est sans abri ou quoi que ce soit. Souvent, ces personnes-là veulent juste un bonjour, un sourire, un allô, ne demandent pas de vider ton portefeuille devant eux. C'est rare un itinérant qui va être fâché contre toi parce que tu lui as pas donné d'argent. Ça m'est arrivé, je pense, une fois. Mais c'est comme dans tout, puis ça dépend quand. Tu sais, t'as des itinérants qui sont... Tu sais, si tu les rejoins dans la soirée, là, tu sais qu'ils ont déjà passé leur journée puis qu'ils ont eu leurs médicaments. La chose que je dis aux gens quand on me dit « j'ai vu un itinérant », ben là, pas obligé de lui donner de l'argent. Prends la peine, amène-les prendre un café, paye-y le lunch, prends 5 minutes avec. Jase, lui. Parle avec... connais la personne qui est devant toi. Puis, je peux vous garantir que vous allez le faire une fois puis ça va changer votre vie. Je peux confirmer. Idée. Personne n'a une idée de la personne qui était en arrière. Je pense que la publicité qui avait roulé à la télévision pour un bout de temps, où ce qui montait un itinérant qui enlevait une enveloppe, ben c'est la réalité, c'est vrai. C'est de prendre 5 minutes, amène-les prendre un sandwich. Je peux vous dire, vous allez vous faire regarder. Puis c'est vraiment l'exemple que j'avais en tête. En 5 minutes, généralement, la personne a réussi à t'expliquer d'où elle vient, pourquoi elle est dans la rue et qu'est-ce qui l'a amené là. Et ça devient... en dedans de 5 minutes, tu as compris beaucoup de choses, je pense, quand tu t'assois, quand tu prends le temps. Puis c'est pas compliqué, là. Des fois, on a l'impression, quand on veut s'impliquer de faire le bien, faut prendre la moitié de sa vie puis la mettre à la glace. C'est ça, c'est 5 minutes. Puis réaliser que ces gens-là, s'il y avait quelque chose, t'en donneras 10 fois plus. Ces gens-là sont prêts et c'est juste un peu, comme tu dis, juste une reconnaissance. Je suis un être humain, je suis là. Passe pas par-dessus moi, tu sais, fais juste me dire bonjour. Prendre un café, c'est rien, amène un café, donne-lui un café. Ce que ça rapporte à l'être humain des deux côtés, c'est phénoménal. Et comme tu dis, c'est des gens qui seraient prêts à redonner. J'avais lu une étude qui avait fait un test en laissant des portefeuilles traîner avec de l'argent dedans. Et c'est tous les gens à plus faible revenu, en grande majorité, qui cherchaient à remettre l'argent. Alors vraiment, encore une fois, au niveau du préjugé, de penser que quelqu'un qui est en situation de pauvreté va voler, va commettre des crimes. Au contraire,
je sais qu'il y a 2 frères aux États-Unis qui ont fait l'expérience. Ils quêtaient des restants de repas dans des restaurants. Ils me disaient que j'ai pas mangé aujourd'hui, je peux avoir quelque chose. Puis les gens les refusaient ou les ignoraient. Ils ont été voir des itinérants. Un, il donnait un sac de McDo, on va dire. L'autre personne arrivait et disait, écoute, j'ai pas mangé aujourd'hui, il donnait le sac. Au complet. Sans même questionner, il n'y avait rien, puis ça lui faisait plaisir. Hey, t'en as besoin, oui, vas-y. Là, tu disais, un être humain qui est capable de se payer un lunch, n'est pas prête à aider un autre être humain, mais l'être humain qui est dépourvu, qui est dans ce moment-là de sa vie, rien, te donne ce qu'il y a de plus précieux. Parce que c'est ce que cette personne-là vit. Et c'est ça. C'est que des fois, ça peut changer. Ce petit geste-là, pour la personne en question, à ce moment précis-là, ça peut être la différence entre... c'est ça. D'être comme moi ou de pouvoir t'en sortir. Fait que non, c'est une des raisons où je suis dans où ce que je suis. C'est que je crois beaucoup à ça. C'est qu'on leur donne l'opportunité. Ce qu'on fait, il y a une raison. Ces gens-là, ils viennent de quelque part. Faut pas juste les ignorer. Puis juste les mettre en logement, on n'aide pas à cause. Il y a beaucoup de préjugés et d'idées préconçues en ce qui concerne l'itinérant moyen. Par contre, l'itinérance frappe sans discrimination de sexe, de race ou d'âge. D'ailleurs, pour la deuxième partie de l'émission, on vous présente l'Antichambre 12-17 qui s'occupe d'adolescents en situation de précarité. Premièrement, est-ce que tu peux nous décrire un peu l'historique de la maison ici, puis la mission de l'organisme? Ça fait pas longtemps que c'est ouvert ici, là. Non, ça a ouvert officiellement le 5 mai l'année passée, en 2014. Mais ça a été un long processus. Hein. Ça, c'est... l'Antichambre, c'est vraiment le projet issu de la communauté par excellence. J'ai jamais vu ça. J'ai toujours transité dans les organismes communautaires. J'ai vu les concertations sur plusieurs projets, mais celui-là, c'est au-delà de tout ce que j'ai connu avant. Fait que ça fait depuis 2006 que vraiment la communauté, les organismes communautaires, les travailleurs sociaux, les intervenants se rendaient compte qu'il y avait beaucoup d'itinérance jeunesse et de plus en plus jeunes. Les jeunes étaient de plus en plus jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? On trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour eux. Puis, c'est ça, à force de discuter à toutes les tables de concertation jeunesse des 3 territoires, parce qu'on couvre 3 MRC, au Saint-Laurent, Boisnos-Salaberry et Vaudreuil-Soulanges. Alors, tous les intervenants ensemble ont dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, véritablement, il y a un trou de service. On ne sait pas où envoyer ces jeunes-là, surtout en hébergement. Puis, il n'y a pas d'approche globale. Tu sais, chacun fait sa petite affaire avec il se débrouille un peu comme il peut, comme il pense que c'est le mieux, mais il n'y avait pas de truc un peu plus général pour s'occuper des jeunes. On avait ce volet-là pour les adultes un peu plus, j'imagine. Le problème était peut-être un peu mieux connu, mais on ne s'était pas encore attaqué aux jeunes. C'est ça. Puis tu sais, chaque organisme a sa mission, que ce soit travail, que ce soit école, que ce soit... Fait que là, où on place ces jeunes-là si on veut travailler, la famille, puis l'hébergement, leur donner un lieu sécuritaire et sécurisant. Alors, c'est ça. Ça s'est extensionné aussi aux gens d'affaires, aux élus, tout ça. Puis tout le monde, on dit, bon, mais ça prend vraiment un hébergement jeunesse pour les 3 territoires, quelque chose de central dans un premier temps, parce qu'il faut avoir un hébergement pour ces jeunes-là. Alors, voilà. Alors, c'est ça, un paquet de processus, beaucoup de discussions, beaucoup de rencontres. On sait aussi que Guy Leclerc, le député ici, était très touché particulièrement par le sujet de l'itinérance. J'imagine qu'il a dû mettre son grain de sel. Il s'est beaucoup impliqué, Guy Leclerc, vraiment. On a été choyés. Fait que, ouais, c'est grâce à lui, entre autres, et beaucoup de personnes. Il y a le Club Rotary qui est venu aussi, la Caisse de Bellerie, qui nous ont donné l'élan vraiment pour ouvrir la maison parce que c'est un gros achat, c'est beaucoup de sous. Au niveau des services qui sont offerts, c'est une maison d'hébergement, donc j'imagine de prime abord, c'est de loger les personnes qui en ont besoin. Tout à fait. Loger les personnes qui ont des problèmes à la maison ou qui ont simplement pas de place pour se loger. Mais j'imagine que ça vient avec un paquet de services aussi autour, c'est un paquet de services périphériques. Oui, tout à fait. Alors nous, on est ouvert du lundi 7h au vendredi 18h30. Ce qui veut dire que les jeunes retournent dans leur famille ou des proches pour la fin de semaine. Idéalement, c'est ce qu'on souhaite. Ou sinon, on a des ententes avec l'aiguillage pour les fins de semaine, la résidentielle et la passerelle.
Ça, c'est dans le cas de ceux qui n'ont pas de place à retourner. C'est ça, ou c'est trop tôt pour retourner. Alors, ça, c'est... l'hébergement, c'est ça. Mais sinon, on intervenait 24 heures sur 24 ici. Et les jeunes ont des objectifs à se déterminer eux-mêmes. Okay. Alors, les intervenants, c'est sûr, les accueillent, les écoutent, les accompagnent. Après ça, évaluent avec eux leur situation globale, encore une fois. Et on demande aux jeunes, bon, ben voici, ta situation, c'est ça. Où tu veux t'en aller, qu'est-ce que tu veux faire, parce qu'il faut qu'il travaille quelque chose ici. Il peut pas rentrer et dire, bon, ben voici, moi, je veux un lieu, mais je veux rien faire. Ça marche pas parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est une réinsertion sociale de ces jeunes-là, soit dans leur famille, à l'école, professionnelle. Fait qu'on veut les aider à cheminer. Et je voyais aussi quand je suis arrivé, les jeunes, bon, ben, la vaisselle est faite, les chambres sont rangées. Oh oui, ils ont des tâches. Il y a un volet aussi, j'imagine, de responsabilisation personnelle. Tout à fait, parce qu'on veut qu'ils maintiennent leurs acquis en les déracinant pas de leur milieu. Ça veut dire qu'ils viennent tous du territoire ou à peu près, tu sais. Mais on veut aussi qu'ils maintiennent leurs acquis, mais qu'ils développent de nouvelles compétences. Ça veut dire qu'il faut qu'ils s'impliquent au niveau de la bouffe, il faut qu'ils s'impliquent dans les tâches. Ils sont responsables de leur coin de chambre. Ils ont des ateliers le mercredi obligatoire, le lundi, c'est une cuisine éducative. Fait qu'ils ont des temps aussi pour eux, les temps libres. Mais il y a une vie de groupe aussi. Ça les fait évoluer vraiment en groupe et individuellement aussi. Tout à fait. Puis les autres services que je pourrais te dire aussi, c'est vraiment des informer, des sensibiliser. On fait beaucoup de références, de l'accompagnement, mais on fait aussi la médiation familiale avec les parents. Ce qui est très important si on veut réussir la réinsertion dans la famille. Oui, parce qu'évidemment, on pourrait revenir un peu plus tard, mais les parents vont jouer une grande partie dans votre travail. Justement, ça doit être un peu délicat des fois dans tout ce volet-là parce que vous travaillez avec des mineurs, tout ça. Comment ça fonctionne pour l'admissibilité? Est-ce que c'est le jeune qui vient vous voir en premier lieu? Est-ce que des fois, c'est les parents qui vous disent on est à bout, on n'est plus capable? Comment vous recevez vos usagers finalement? Mais nous, on est ouvert à la communauté. Ça veut dire qu'on n'est pas un centre jeunesse, ce qui veut dire que tout intervenant, jeune, parent, peut entrer en contact avec nous en disant « Voici la situation, comment ça marche un peu. » Mais les critères d'admissibilité, d'abord, il faut que le jeune ait entre 12 et 17 ans, mais il faut qu'il soit volontaire à sa démarche. Ce qui veut dire que nous, on n'a pas de jugement, on ne peut pas le forcer. Nous, on veut que le jeune travaille ces choses, puis on pense que si il est d'accord pour le faire et qu'il est volontaire pour le faire, participatif pour le faire, ça va être aidant. Alors, le jeune, il faut qu'il soit d'accord, et bien entendu, les parents, parce que c'est des mineurs, il faut qu'ils nous signent une délégation parentale. Ça doit des fois occasionner des problèmes, ça doit être difficile. Est-ce que c'est arrivé des fois dans une situation où vous êtes retrouvé devant une situation où vous voulez aider quelqu'un que vous savez qui a besoin d'aide, mais que c'est les parents qui refusent l'aide? Est-ce qu'il arrive des situations d'impuissance comme ça où vous êtes un peu limité? Ça nous est arrivé, je dirais que c'est pas notre majeur, parce qu'en général, là, on arrive, c'est sûr qu'il y a toujours une petite crainte, on rencontre les parents, on leur explique aussi qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait. On a une agente de liaison qui, elle, se déplace, va voir les parents, leur explique le code de vie, c'est quoi une journée type ici, puis qu'est-ce que le jeune doit faire. Les objectifs, mais c'est ses objectifs aux jeunes et non pas les objectifs du parent. En général, une fois que ça c'est fait, ça sécurise les parents, puis là, ils se rendent compte que, OK, oui. Ils se rendent compte que vous êtes une ressource supplémentaire d'aide et que vous n'êtes pas en train d'essayer de les sortir de la famille, finalement. Exactement, qu'on est là pour les aider, le jeune avant tout, mais eux aussi, tu sais. Fait que, une fois que ça c'est fait, en général, ça fonctionne bien. C'est sûr que ça peut arriver que non, je veux pas, puis mais à ce moment-là, nous, si le jeune est faut le signaler. On le signale au centre jeunesse à ce moment-là, parce qu'on ne laissera pas un jeune dehors. Alors, vous faites un signalement, puis cette personne-là est peut-être rencontrée ou suivie, du moins. Oui, c'est ça. Mais ça c'est arrivé une fois. Là. Généralement, les parents sont assez conciliants avec vous. Oui. Quand les jeunes arrivent ici, dans quel état ils sont? Parce qu'on sait que quand on parle d'itinérance, de précarité, des fois, on n'est pas au courant que la personne à côté de nous est en vie de la précarité. Alors, j'imagine que les jeunes sont dans différents états quand vous les recevez. Ça doit changer votre façon d'intervenir avec eux? C'est sûr. Tu sais, chaque individu est unique, puis chaque situation aussi. Mais en général, il arrive toujours à cause qu'il y a eu
une crise, un débordement à la maison, une grosse chicane qui a dégénéré un peu. Donc, un élément déclencheur assez fort c'est ça. Qui nécessite une action de leur part. Exactement. Okay. Puis là, l'enfant soit se retrouve en fugue ou est expulsé. Fait que c'est tout le temps des situations un peu fragiles. Fait que là, il faut vraiment désamorcer puis laisser la poussière tomber un peu. Fait qu'on l'accueil. Ça, c'est la première étape. Tout à fait. Généralement, c'est de faire sortir la vapeur un peu. C'est ça. On va vous écouter. Puis là, la poussière, on va laisser la poussière retomber. On va te laisser ventiler. On fait la même chose aussi avec les parents. Puis là, c'est vraiment là où on explique, bon, ben voici qui nous sommes assez rapidement, là, pour pas qu'il y ait de crainte de part et d'autre. Oui, après cette étape-là, est-ce que généralement ça se résorbe assez vite ou si des fois c'est plus compliqué de la crise des fois? Parce que on sait des fois une crise, ça peut partir de quelque chose qui est assez anodin puis qui prend des proportions. Est-ce que des fois, dès l'arrivée, juste de calmer la situation, il y a un gros pas de fait finalement? Oui, en général, oui, parce que là, tout le monde est sécurisé, tout le monde sait un petit peu dans quoi qui s'embarque, j'aime pas ça dire ça, mais qui nous sommes. Puis après ça permet aussi aux enfants de pas être avec leurs parents, puis vice-versa. Ça donne un moment de répit. Chacun des deux bords. Aller réfléchir chacun de son bord. C'est ça. Puis tu sais, là, en même temps, ça te permet d'avoir plus d'objectivité, de pas être en contact direct là, avec ton parent ou avec ton jeune. Ça dédramatise, j'imagine, le conflit. Ça désamorce un peu, puis c'est ça l'aide. Quand on parle de pauvreté, d'itinérance, de précarité, on en parlait un peu plus tôt. Il y a quand même une bonne différence entre les enfants et les ados avec qui vous faites affaire et les adultes. Tu disais plutôt que on traitait beaucoup l'itinérance chez l'adulte, mais c'est plus récent chez l'enfant. Vous, est-ce que c'est quoi la différence majeure au niveau de l'intervention quand on fait affaire avec des adultes, des ados finalement? Mais c'est ça, la première différence, c'est vraiment le fait qu'ils soient mineurs. La loi, elle nous encadre beaucoup par rapport à ça. C'est un cadre légal beaucoup plus grand. Fait qu'il faut aller chercher des consentements qu'on n'a pas besoin d'avoir nécessairement avec les adultes. Je parle de consentement de tiers, parce qu'un adulte, lui, s'il est consentant, ça va. On n'a pas besoin d'aller chercher d'autres consentements de son père, de sa mère, faut qu'on le fasse, nous, avec les jeunes. Mais sinon, la grosse différence, c'est que l'itinérance, pour les jeunes, il y a beaucoup de monde qui pense que ça n'existe pas. Parce que l'itinérance, c'est un monsieur ou une madame qui est couché sur un banc de parc puis qui quémande. C'est ça, l'itinérance pour beaucoup de gens. Là, quand je leur dis, bon, ben voici ce que nous sommes, mais voyons donc, il n'y en a pas d'itinérance jeunesse parce qu'on les voit pas, les jeunes. Et donc, déjà, on entend ça, il n'y a pas d'itinérance en région. En plus, pour les adultes, et là, il même. n'y a pas encore pour les enfants. Là, ça doit être doublement une surprise pour certains, j'imagine, d'apprendre. Tout à fait. Puis là, moi, je leur dis toujours, écoutez, un jeune là, qui est expulsé de chez eux ou qui s'en va de chez eux, il va pas nécessairement aller coucher là, sur un banc de parc. Il va aller squatter chez ses chums. Fait que l'itinérance, c'est ne pas avoir de domicile. C'est juste ça. Mais tu sais, d'aller faire 2 semaines chez Mathieu, une autre semaine chez Annie, ça fait qu'il n'y a pas de domicile fixe. On est itinérant, on se déplace d'un lieu à un autre. Exactement. Littéralement. Puis pour les jeunes, il y a une difficulté supplémentaire dans le sens qu'on veut pas qu'ils se retrouvent chez Marcel de 50 ans qui, lui, l'accueille peut-être pas pour les bonnes raisons, tu sais. Fait que c'est ça. Puis on a déjà entendu ce genre d'histoire-là. J'ai pas le souvenir exact, mais dans la région ici, j'avais lu une nouvelle d'une jeune fille de 13 ans qui se retrouvait à habiter avec un colocataire de 43 ans. C'est ça. Tu te demandes c'est quoi sa motivation au gars de 43 ans, tu sais. Comment ça se fait qu'on en est venu jusque-là? Les deux personnes ne se connaissent pas et arrivent à habiter ensemble avec une adolescente. Ça peut être inquiétant. Tout à fait. Mais tu sais, ça se peut que le monsieur soit très gentil. Bien attentionné, oui. Mais tu sais, on dit pas que c'est tout, ils ont toutes des arrière-pensées négatives. Mais tu sais, en tout cas, on veut pas non plus que les jeunes se fassent récupérer par des milieux criminalisés. Fait qu'on souhaite qu'ils viennent dans des endroits comme le nôtre pour vraiment être en sécurité, là. Et comment, justement, vous faites ce contact-là? Comment vous trouvez parce que c'est quelque chose qui est difficile à vivre en région, là, particulièrement. C'est quelque chose qui est plus caché, la pauvreté, l'itinérance. Comment vous réussissez à trouver ces personnes-là? Ou à l'inverse, comment ces personnes-là réussissent à vous trouver? Comment vous faites pour être visible dans la région? Mais ça se fait sur 2 volets. Je dirais qu'à l'interne, c'est sûr que nous, on est présents à toute étape de concertation, mais au-delà de ça, aller rencontrer les jeunes, aller rencontrer les intervenants qui, eux, travaillent directement avec eux. On a une agente de liaison qui travaille à temps plein là-dessus.
Fait qu'elle va rencontrer les jeunes dans les écoles, dans les foires communautaires, elle va aller dans les parcs, elle va aller partout où se trouvent les jeunes, dans les ressources communautaires, les maisons des jeunes, tout ça. Le but, c'est de se faire connaître le plus possible pour que les jeunes eux-mêmes fassent affaire avec nous, tu sais, fassent appel à nous. Et, bien entendu, toutes les ressources, là. Tu sais, les travailleurs de rue avec Pacte de rue, avec l'aiguillage aussi, les intervenants dans les écoles, les TES, dans le C3S. Fait que le but, c'est de se faire vraiment connaître puis faire connaître nos services pour vraiment être accessible aux jeunes. Pour que les gens aussi du milieu communautaire sachent automatiquement si j'ai affaire à un jeune, je peux le référer à l'antichambre, c'est eux qui sont les personnes Exactement, communautaire, institutionnel, mais aussi les parents, tu sais. Fait qu'on va aussi dans des foires où il y a des parents en disant, écoutez, si vous avez des difficultés, puis avant que ça devienne quelque chose d'irréparable. Ouais. Voilà. Parlant des parents, des familles, tout ça, tu dis qu'il y a un travail à faire du côté des familles. Est-ce que, bon là, quand le jeune arrive, vous avez une rencontre avec ses parents, est-ce qu'il y a un suivi après ça qui est assuré? Est-ce que les rencontres se poursuivent avec les parents, les familles, tout ça? C'est clair. Surtout dans les cas où le jeune, il a 12, 13, 14, 15, 16 ans, puis que là, le but, c'est de retourner à la maison. On va travailler étroitement avec les parents. Parce qu'il faut que les deux déterminent ensemble ce qu'ils trouvent acceptable pour les deux au retour. Okay. Là, on demande un retour progressif. Fait que là, on se rend compte. Le jeune, il détermine, lui, ce qu'il veut. Les parents aussi. Et là, on discute parce que ça peut pas être je veux tout puis je donne rien et vice-versa. Fait que c'est sûr, dans les cas où le retour se fait dans la famille, on fait du gros travail ensemble. Par contre, un jeune qui arriverait ici, qui a 17 ans, puis lui, c'est je veux m'en aller en logement, puis que je veux pas rien savoir des parents. C'est sûr que les parents savent que le jeune est ici. Ils doivent signer aussi la délégation parentale, mais ils sont au courant que peut-être que l'objectif premier de ce jeune-là, ce sera pas de travailler sa relation. Parce qu'il y a aussi ça, il y a le fait qu'il y a des jeunes. Est-ce qu'il y a un âge minimal pour décider d'aller en appartement ici au Québec? Je pose la question comme ça. Si un parent, est-ce qu'il y a une différence où je veux m'en aller? C'est, supposons, là, tu parles d'un jeune qui est plus à la fin de l'âge de 16-17 ans qui déciderait de vouloir s'en aller en appartement. J'imagine qu'avec un jeune de 12 ans, vous pouvez pas. On peut pas. Vous pouvez pas. Est-ce qu'il y a une limite qui est précise à ce niveau-là? Au niveau de l'âge, pour si quelqu'un veut s'en aller en appartement? Bien, nous autres, de 12 à 16, c'est sûr que là, 12-15, c'est vraiment la relation. Mais je te dirais que ça s'est pas posé encore. Okay. Parce qu'on a eu un de 17 ans, puis lui, ce qu'il voulait, c'est de s'en aller en logement. Il était itinérant. Fait que, puis là, les parents étaient d'accord avec ça aussi, là. Okay. Fait que c'est lui, vraiment, tu sais, tantôt, je disais, c'est lui qui fixe ses objectifs, là. Fait que lui, son objectif, c'était, je veux me trouver un travail, je veux m'en aller en appartement, je veux apprendre à faire un budget. Ça fait qu'on a travaillé ça avec lui, là. Mais les parents, ils étaient au courant. OK. On parle que tu rencontres les parents au début la première fois. Par contre, après ça, quand les parents retournent à la maison, quand le jeune retourne à la maison avec ses parents, j'imagine que vous avez moins de contrôle sur ce qui se passe là-bas. Vous avez aussi moins d'informations puisque vous n'êtes pas sur place tout le temps. Est-ce que ça peut compliquer votre travail un peu à ce niveau-là? C'est sûr que nous, on essaie de travailler avant même que le jeune retourne de manière définitive chez les parents. Comme je te disais tantôt, on rencontre les parents puis on les accompagne avec leurs jeunes à savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent pour le retour. Et on essaie de travailler toujours un retour progressif pour voir est-ce qu'il y a des choses à retravailler. Ah, ça a fonctionné. OK, on le maintient. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que les deux sont prêts à concéder à l'autre? Une espèce de petit test, dans le fond. C'est ça. Un petit road test. Après ça, on revient et on réenligne. On réajuste parce que, tu sais, dans le fond, on veut que ce soit une réussite. Puis on veut pas qu'ils vivent d'échecs. Fait que là, on se dit, bon, ben, on va, tant si longtemps que le besoin va être là, on va être là parce qu'ici, c'est pas... c'est du transitoire, fait que ça peut pas durer toute la vie, là.
Mais on peut s'ajuster aussi. On n'est pas très balisé, on n'a pas déterminé, bon, mais voici, c'est dans 3 semaines qu'il faut que ça soit réglé. Fini, ouais, c'est ça. Tu pars dans 3 semaines, coûte que coûte, puis... Exact. Fait qu'on est malléable là-dedans, mais toujours si le jeune et les parents travaillent. Si après 3 semaines, il ne se passe plus rien, puis là, tout le monde a abandonné, mais là, on va travailler fort pour les ramener à... Mais c'est leur responsabilité aussi. T'sais, on peut pas travailler plus fort qu'eux autres. C'est important, je trouve, ce que tu dis, parce que le côté aussi, les parents, c'est pas nécessairement parce qu'ils sont de mauvaise foi ou qu'ils sont des mauvaises personnes. Souvent, c'est des personnes qui ont eux-mêmes la difficulté, qui veulent beaucoup, mais qui ont peut-être pas les outils, les ressources pour aider leur propre jeune. Vous leur fournissez un peu aussi ces outils-là, en quelque sorte, j'imagine, en leur donnant le temps de respirer. Oui, puis tu sais, si le parent, il nous dit, écoute, moi, ça va très bien ici, mais quand ça arrive à la maison, ça marche plus, ou je suis dépassée, là, tu sais, c'est dur aussi l'adolescence, il arrive plein d'affaires, fait que... Il y a plein de très bons parents qui arrivent à un point où ils disent, OK, je suis à bout, je suis plus capable, exactement. Ça arrive. Ça. Puis, fait qu'on jette pas la première pierre aux parents, on dit pas, bon, ben là, on leur dit, écoutez, si vous avez besoin d'outils supplémentaires de votre côté, voici les ressources. On les réfère, on les abandonne pas, mais c'est sûr que nous, on fera pas une intervention quotidienne avec eux. Vous les prenez pas par la main, mais... Pour développer leurs compétences parentales. Nous, on est là d'abord pour le jeune, puis pour qu'il réussisse sa réinsertion chez ses parents. Fait que ses parents, c'est l'acteur principal, là. Fait qu'on essaie de travailler avec les deux, mais bien entendu, on peut pas faire un suivi serré avec les parents. Voilà. Tu disais donc qu'il n'y a pas de durée maximale, il n'y a pas de... On dit 1 an maximum, mais ça, j'aime pas le dire parce que je veux pas non plus dire, bon, mais mon enfant, il peut être là pendant 1 an. OK. C'est de réussir à doser. Idéalement, j'imagine, le but, c'est que ça soit réglé le plus rapidement possible. On y va au besoin puis selon le rythme. OK. Mais en même temps, ici, on a 8 lits réguliers puis on a 1 lit d'urgence. Fait qu'on peut pas non plus garder les jeunes 1 an, tout le monde, là. Ça vous oblige aussi, et ça oblige les jeunes aussi un peu à être actifs, parce que j'imagine, est-ce que ça vous est arrivé de devoir refuser quelqu'un? Est-ce que ça vous est arrivé de devoir que les lits étaient tous oui, comblés? tout l'automne, nos lits étaient... Dès qu'il y en avait un qui partait, il y en a un autre qui rentrait, on a eu une légère liste d'attente. Fait que c'est sûr qu'on met pas de pression non plus, puis let's go. On veut respecter le rythme. Exact, parce qu'on veut qu'ils vivent des réussites encore là, puis on veut pas qu'ils reviennent... On va les accepter s'ils reviennent, mais dans le sens qu'on ne veut pas que 2 semaines après... S'ils reviennent, c'est parce que ça indique qu'il y a encore un problème. C'est ça, tu sais. Dans cette optique-là, ce serait pas une victoire pour vous. Exact. C'est pas un souhait de ne plus jamais les revoir, mais plutôt un souhait de ne plus jamais les revoir mal aller, finalement. Exactement, c'est ça. J'imagine qu'il y a un volet de soutien psychologique aussi, parce que, bon, là, dans l'émission dont on parle aujourd'hui, on parle de l'itinérance globalement. Ça vient souvent avec des problèmes de santé mentale. Est-ce que vous avez un volet de soutien psychologique ici? Est-ce que vous avez il y a les travailleurs sociaux qui sont là? Si le problème est plus grand, est-ce que vous pouvez les référer ailleurs? C'est sûr. Nous, on est là pour les accompagner ici, les soutenir, les écouter, mais on se dit pas spécialiste en tout. Dans le sens qu'un jeune, c'est la même chose pour la santé mentale. Un jeune qui veut se trouver un emploi, on va le référer au Carrefour Jeunesse Emploi. Un jeune qui a des problèmes importants en santé mentale, on va l'accepter, mais on va aller chercher du soutien aussi pour l'aider. Alors, le tournant ou la santé mentale jeunesse, il y a déjà des intervenants dans le dossier. Peu importe la situation, on veut continuer à travailler avec ces gens-là. Puis s'il n'y en a pas, bon, on va greffer ces gens-là alentour de notre jeune. Vous êtes toujours prêt à trouver le but, comme on revient toujours à ça, c'est le jeune en premier lieu, puis selon son cas, on va adresser le problème, peu importe quel est le problème. Tout à fait, parce qu'on veut qu'il réussisse, puis on veut améliorer sa qualité de vie, on veut améliorer tous les aspects de sa vie, tu sais. Fait que, ouais. Il y a aussi tout le volet toxicomanie qui est jamais loin de l'itinérance, jamais loin de l'adolescence non plus. Là, on est dans la situation, la combinaison, j'ai envie de dire la combinaison parfaite, en fait la combinaison imparfaite. Est-ce qu'il y a des problèmes à adresser de ce côté-là aussi avec les ados à la maison? Bien, c'est sûr que nous, c'est ça, comme tu le dis, on le sait que ça fait partie de l'adolescence. Ici, il y a des règles quand même.
Fait qu'un consommateur, c'est sûr qu'on va... Il sait les règles, puis on va mettre le virage alentour de lui si c'est ça qu'il souhaite. On peut pas non plus imposer, mais il va falloir qu'il comprenne vraiment c'est quoi nos règles. Ici, c'est tolérance zéro pour ce qui est de la drogue dans la maison et tout ça. Mais en général, tu sais, on le sait, on essaie de travailler avec lui, on essaie de l'amener à... C'est pas d'ignorer le problème non plus. On l'ignore pas, mais c'est ça. Il y a des limites à lesquelles le jeune ne doit pas... c'est tolérance zéro pour la drogue dans la maison. Oui, parfait. Voilà. Concrètement, vous faites comment pour établir le contact avec le jeune? Des fois, c'est difficile quand on est dans des situations pas évidentes comme ça à l'adolescence. Des fois, il doit y avoir des cas qui sont plus fermés, qui sont... Comment on fait pour aller vers le jeune? Comment on fait pour faire en sorte qu'il s'ouvre dans le cas de quelqu'un qui serait plus refermé sur lui-même? Puis là, tu parles de quelqu'un qui est déjà ici, un jeune qui est déjà ici, mais qui se livre pas. Ou même tu m'amènes à penser quelqu'un qui voudrait rester dans son coin. Y a-t-il des moyens d'aller chercher ces personnes-là? Mais moi, je pense que tout passe, autant d'intervention à l'interne qu'à l'externe, tout passe par le lien. Okay. Le lien de confiance, ça se travaille ça aussi. T'sais. Fait qu'il y a des jeunes qui sont venus ici, puis qui ont entendu parler de nous, puis qu'on est allé les rencontrer parce qu'il y avait une question ou deux, puis là, ah non, ils n'étaient pas prêts. Mais là, on a créé un lien, puis là, après ça, c'est plus facile pour lui de venir nous voir puis de dire, finalement, puis là, j'ai une autre question, tu sais. Fait que des fois, c'est très tranquillement, progressif. pas vite, c'est ça, tu sais. Fait que là, tu sèmes tes petites graines, puis ici aussi, ils arrivent, là, ils nous connaissent pas, ces jeunes-là, tu sais. Ça peut être intimidant au bout pour un jeune, j'imagine. Ben oui, tout à fait, parce qu'ils arrivent, puis là, tu sais, je vais-tu me faire juger, il y a d'autres jeunes. Nouvelle maison, nouveaux adultes, nouveaux... Tout est nouveau, là, tu sais. Fait que là, c'est OK, ben dépose-toi, tu sais, puis prends le temps de respirer. Nous, les premiers 24 heures, là, il n'y en a pas d'intervention stricte, là. Dans le sens qu'on va... adapte-toi à ton environnement, regarde les autres, puis... tu sais, dépose-toi, va voir comment les lieux, comment ça se passe. Les intervenants sont là, on parle de choses de tout et de rien. Puis tranquillement, pas vite, c'est comme ça que en général, les jeunes, après quelques heures, quelques jours, là, déjà, on commence à voir que ça se dégourdit un peu. Mais c'est sûr que rapidement, quand même, on rentre dans le vif du sujet, mais parce qu'il y en a, j'imagine, qui doivent être un peu réticents face aux adultes, dépendant du milieu d'où tu viens. Des fois, il doit y avoir des jeunes qui ont plus de difficultés à faire confiance aux adultes. À ce moment-là, j'ai vu que vous aviez de la cohabitation. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est plus facile pour le jeune de s'identifier à d'autres jeunes qui habitent ici? Est-ce que ce volet-là un peu aussi? Ben oui, c'est sûr qu'avec les autres, ils voient les autres aussi. Ils voient que les autres ont confiance en mes intervenants puis que ça se passe bien. Ah là, c'est sûr que c'est une dynamique qui tout influence tout, tu sais. Mais en même temps, j'ai des intervenants dans la vingtaine jusqu'à dans la cinquantaine, puis j'ai des intervenants hommes, puis j'ai des intervenants femmes. Fait que ça aussi, là... Est-ce que ça arrive des fois que ça marche pas avec un intervenant et juste le fait d'avoir un autre intervenant, ça tout à fait, puis il y en a qui arrivent, puis ils nous disent, mais moi, ce que je veux, c'est un intervenant homme. OK. Tu sais, habituellement, on leur donne pas le choix, mais on le sait que ce jeune-là, si c'est une femme, ça marchera pas. OK. Il viendra jamais. Fait que c'est pour... Puis on voulait aussi créer un esprit familial. Dans une famille, il y a des jeunes, il y a des plus vieux, il y a, tu sais... Fait que c'était bien important pour nous, pour que le jeune soit le plus à l'aise possible.